Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous le savez, parmi les sujets d'étude, il y a une des branches de la géographie et de la géopolitique qui s'appelle la géopolitique des populations. Donc, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de confronter la réalité des BRICS à la géopolitique des populations en se posant la question suivante. Au regard de cette discipline qui est la géopolitique des populations, faut-il parler d'unité des BRICS ou de fragmentation au sein des BRICS? Et pour répondre à cette question, je vous propose d'examiner trois points. D'une part, la question des évolutions naturelles, c'est-à-dire dans quelle mesure les lois de géopolitique des populations que sont la loi du nombre et la loi du différentiel permet effectivement d'aider à répondre à la question. Ensuite, j'examinerai les systèmes migratoires des différents pays dans leurs deux aspects, qui ont l'aspect immigration, donc attraction pour des migrations internationales, et l'aspect répulsion en quelque sorte, donc émigration, et qu'est-ce que cela signifie en termes géopolitiques. Sur la question de la loi du nombre, il est évident, et je n'apprendrai rien à personne, que bien entendu le poids démographique des pays des BRICS, depuis l'élargissement des BRICS de 2024, début 2025, se traduit par des différences de nombre d'habitants selon les pays des BRICS extrêmement importantes. Et ces écarts interrogent forcément sur la difficulté à trouver des décisions communes, sachant que l'objectif des BRICS, c'est quand même de peser un certain poids dans le concert international des nations, et que déjà le poids démographique, ils l'ont. C'est-à-dire que si on considère, si on additionne les populations des BRICS, on trouve pas loin de 4 milliards d'habitants, qui représentent 48% de la population du monde. Donc c'est beaucoup plus important que, par exemple, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont droit de veto, comme chacun sait. Et donc, dans ce contexte, on voit que le poids démographique existe, mais qu'il est dispersé entre des pays extrêmement variés, et que ceci, d'ailleurs, pose la question de l'acceptation de nouveaux membres. On a constaté qu'il y a eu finalement plus de refus que d'accepter lors des dernières réunions des BRICS. Et donc on peut se demander dans quelle mesure c'est pas plutôt une preuve de fragmentation, certains pays ayant été refusés parce que tel autre pays des BRICS considérait que ça renforçait la position de ce dernier, ou bien il s'agissait d'éviter la promotion d'un rival régional. Mais ce qui me paraît le plus intéressant, c'est de voir qu'il y a au moins au sein des BRICS 4 types de dynamiques démographiques naturelles. Nous avons des pays comme l'Égypte et l'Éthiopie qui ont un taux d'accroissement naturel extrêmement élevé parce qu'ils n'ont pas fini leur transition démographique. Second type, l'Afrique du Sud, l'Inde et l'Indonésie sont quasiment à la fin de la transition démographique. Donc en fait, ils ont une croissance démographique naturelle qui s'explique par ce qu'on appelle l'inertie démographique, donc l'effet de vitesse acquise. Troisième élément, le troisième type, le Brésil, les Émirats arabes unis et l'Iran, eux sont vraiment dans l'hiver démographique avec une fécondité nettement inférieure au seuil de remplacement des générations. Et puis enfin, la Chine et la Russie, quatrième type, qui connaissent un dépeuplement, donc dont la population diminue, et très probablement, on ne voit pas les éléments qui pourraient empêcher la poursuite de ce dépeuplement dans les prochaines années. Donc le résultat de ces évolutions différenciées en termes de croissance démographique naturelle, c'est un changement considérable au sein des BRICS par rapport à la situation qui prévalait quand les BRICS ont été créés. Quand les BRICS ont été créés, c'est la Chine le plus peuplée. Aujourd'hui, c'est l'Inde qui est le plus peuplé des BRICS, avec une trajectoire de poursuite d'une hausse démographique pendant que la Chine se dépeuple. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut relire les objectifs des BRICS, qui
qui sont une refondation des organisations financières internationales et l'élargissement du Conseil de sécurité. Je vous propose simplement de citer donc 2 ou 3 phrases de la déclaration du 6 juillet 2025 faite à Rio de Janeiro lors du 17e sommet de BRICS. Dans cette déclaration, il est écrit par exemple « Nous réitérons notre soutien en faveur d'une réforme globale des Nations Unies, y compris de son Conseil de sécurité. » Et un peu plus loin, nous réitérons leur soutien aux aspirations du Brésil et de l'Inde à jouer un rôle plus important au sein des Nations Unies, y compris au sein de son Conseil de sécurité. Donc, clairement, il y a bien un soutien à 2 membres qui, depuis des années, demandent à être membres permanents du Conseil de sécurité avec les mêmes prérogatives que les autres, donc en fait avec droit de veto. D'une part, l'Inde, qui a déposé sa demande dès 1994, mais on voit que la logique de sollicitation d'aide pour être au Conseil de sécurité est justifiée, parce que c'est le pays le plus peuplé du monde, et elle est justifiée aussi parce qu'en 1945, ce n'était qu'une colonie britannique, donc le contexte géopolitique a changé, et c'est tout à fait justifié. Mais on voit tout de suite le problème qui se pose, c'est-à-dire est-ce que l'autre membre des BRICS, qui s'appelle la Chine, est prête à accepter de voir l'autre grand pays asiatique détenir autant de pouvoir qu'elle au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et vous voyez qu'il y a un premier problème de fragmentation. Deuxième élément, le Brésil. Donc le Brésil, lui, il a formulé sa demande en 2005, dans le cadre de ce qu'on appelait le G4, avec l'Allemagne, l'Inde et le Japon, d'ailleurs. La position du Brésil, là aussi, est justifiée par son poids démographique. Elle est justifiée aussi que l'Amérique latine, il est de loin le pays le plus peuplé de l'Amérique latine, qui n'est pas présent au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis, quand on pense que la logique des BRICS, c'est quand même une logique, pour simplifier, je vais dire anti-G7, c'est vrai que l'entrée du Brésil au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre permanent, avec bien sûr droit de veto, ça serait presque un enterrement de la doctrine Monroe, puisque ça serait donner du poids à l'Amérique latine. Mais en même temps, on est obligé de constater qu'il y a aussi au sein des BRICS un autre pays qui est plus peuplé que le Brésil et qui s'appelle l'Indonésie. Donc l'Indonésie pourrait avoir le même raisonnement en disant, 1, je suis la 4e puissance démographique du monde, donc ce serait justifié que je sois au Conseil de sécurité, et deuxièmement, il n'y a personne qui représente l'Asie du Sud-Est, et donc pourquoi pas moi. Donc vous voyez que là aussi, au sein même des BRICS, des difficultés à concrétiser dans une résolution très précise les intentions qui ont été indiquées dans la déclaration de Rio de Janeiro que j'évoquais tout à l'heure. Le même problème, évidemment, se pose pour l'Afrique, la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité. Donc, pendant longtemps, on a considéré qu'il n'aurait pas été logique que ce soit l'Afrique du Sud, quasi membre fondateur des BRICS, enfin quasi, hein, pas exactement membre fondateur, pour 2 raisons. D'abord parce que l'Afrique du Sud a le niveau de développement le plus élevé de tous les pays africains, et deuxièmement, à cette aura de nation arc-en-ciel qui a réussi à vaincre l'apartheid, etc. Mais, bien entendu, cela n'est pas forcément de nature à faire plaisir à d'autres pays africains qui sont beaucoup plus peuplés que l'Afrique du Sud, bien sûr le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, et puis aussi l'Éthiopie, tout simplement, ou encore l'Égypte. Donc, vous voyez la difficulté de trouver une unité face à des différentiels démographiques qui d'ailleurs ne vont que s'accentuer dans les prochaines décennies. J'en arrive donc à mon deuxième point qui consiste à examiner les systèmes, les régimes d'immigration des différents pays des BRICS. Et là aussi, je vais donc vous proposer une typologie. Bon, la typologie, elle commence déjà par aborder des pays extrêmement peu attractifs, d'où il résulte que leur régime d'immigration n'a quasiment pas d'effet géopolitique. Je veux parler bien sûr d'abord de la Chine. Alors vous allez me dire, la Chine, elle essaie quand même d'attirer des étudiants étrangers.
À une époque, elle attirait des migrations entrepreneuriales. Maintenant, ça ne l'intéresse plus, puisque ça y est, elle a bénéficié des transferts de technologie qu'elle souhaitait. Le Brésil aussi est très peu attractif. Bon, c'est vrai que ces dernières années, il a été un peu plus vis-à-vis du Venezuela, compte tenu de la situation de gouvernance de ce pays. Et puis l'Indonésie, même si elle a accueilli un peu de Rohingya ces dernières années, ou un peu d'Afghans, là aussi on ne peut pas dire que ce soit un pays attractif. Donc là nous avons, bon, c'est neutre en quelque sorte, si vous voulez, des régimes migratoires qui n'ont pas d'effet géopolitique. Deuxième type d'attraction migratoire, ce sont des attractions migratoires extra-BRICS, c'est-à-dire qui viennent d'autres pays que les BRICS, et dont les effets géopolitiques vont être plutôt jugés défavorables. Donc, défavorables dans la mesure où ce sont des migrations qui posent plus de problèmes dans les pays où elles se rendent que davantage. Alors je commence tout simplement par l'Afrique du Sud. Alors, nous savons bien que l'Afrique du Sud est un grand pays d'immigration, notamment pour l'Afrique subsaharienne. Nous savons en même temps que les Africains du Sud considèrent beaucoup que ces migrants subsahariens sont des concurrents sur le marché du travail et qu'il y a eu des violences extrêmement dures, et avec des morts d'ailleurs, contre des immigrants à tel point. Vous vous rappelez qu'une année, le Nigeria était obligé d'envoyer des avions pour rapatrier ces migrants. Bon, donc finalement, la migration en Afrique du Sud, elle donne une image négative par rapport à la nation arc-en-ciel dont je parlais tout à l'heure. Concernant l'Inde, ce sont plutôt des migrants qui viennent du Népal, ou des migrants qui viennent du Bangladesh et qui sont de religion hindouiste. Mais c'est une migration relativement faible, mais là aussi que l'Inde ne considère pas comme nécessairement souhaitable. La meilleure preuve, c'est que l'Inde a construit un mur avec le Bangladesh pour que cette migration diminue. La situation, peut-être la pire en la matière, est celle de l'Égypte. L'Égypte, aujourd'hui, c'est à peu près 9 millions d'immigrants qui sont finalement la conséquence notamment des guerres voisines, guerre du Soudan, guerre de Libye, guerre du Syrie, guerre du Yémen. Et l'Égypte préférait que ces immigrants ne soient pas arrivés sur son sol pour encore appauvrir une société qui n'est pas dans un état merveilleux. De la même façon, l'Éthiopie se passerait bien de ressortissants érythréens, soudanais, somaliens, qui ne lui apportent pas grand-chose. Quant à l'Iran, eh bien, elle a surtout accueilli des Afghans, comme chacun sait, et elle n'a pas tellement apprécié cette présence, qui fait qu'elle a conduit des opérations pour essayer de leur faire comprendre qu'il fallait parfois, manu militari, qu'ils regagnent l'Afghanistan. Concernant donc la Russie, là aussi, elle éprouve une difficulté, alors là, dans une migration intra-BRICS, puisqu'il s'agit principalement, à ce stade, d'évoquer les Chinois qui traversent le fleuve Amour pour aller dans l'extrême-orient russe, ce qui peut être considéré comme un avantage économique, parce que ce sont des gens très travailleurs, mais ce qui inquiète quand même la Russie, parce que les Russes de cette région sont une population qui diminue, faible fécondité, départ vers l'ouest, et donc la Russie s'inquiète parfois qu'un jour la Chine ne réclame pas à nouveau la souveraineté sur l'extrême-orient russe, qui en plus possède des ressources significatives. Donc vous voyez que ces migrations intra-BRICS peuvent poser des problèmes dans le cas que je vais évoquer. Néanmoins, la Russie apprécie une autre migration, mais qui elle est extra-BRICS, et la Russie, effectivement, est contente, surtout en raison de la baisse de sa population active, d'accueillir à peu près 12 millions de personnes qui viennent essentiellement de pays de l'ex-URSS, Asie centrale du Sud, Ukraine, Arménie, Géorgie, même si cette main-d'œuvre est souvent temporaire. Quatrième type, ce sont des attractions intra-BRICS qui contribuent à des synergies géopolitiques. Et là, je vais citer deux exemples. Donc, le premier exemple, c'est celui qui concerne ces deux pays des BRICS, ce sont les Émirats arabes unis et l'Inde. Clairement, les Émirats arabes unis ont besoin de manœuvres, sont plutôt très contents d'avoir des Indiens,
Et ils sont tellement contents qu'ils ont considéré que ça méritait en quelque sorte de verser des dividendes à l'Inde, c'est-à-dire de passer des accords commerciaux importants avec le gouvernement indien à travers un traité bilatéral d'investissement et des fonds souverains des Émirats arabes unis en contrepartie de cette main-d'œuvre indienne concourt au développement de l'Inde par des investissements dans les domaines portuaires, énergétiques ou logistiques. Et pour bien montrer que là, on a effectivement une synergie géopolitique Inde-Émirats arabes unis, le 14 février 2024, Narendra Modi a inauguré un temple hindou à Abu Dhabi. Donc, vous voyez que c'est intéressant, mais est-ce que ça participe à l'unité des BRICS ou à leur fragmentation? Ben, peut-être finalement à leur fragmentation, parce que pour l'Inde, c'est l'intérêt d'être présente au Moyen-Orient à travers les Émirats arabes unis, et éventuellement de faire contrepoids à la présence chinoise dans cette région. Donc on est plutôt dans des logiques bilatérales, et pas dans une logique collective qui pourrait être celle des BRICS. Deuxième élément, je passe sur certains points, eh bien, la coopération géopolitique entre les Émirats arabes unis et l'Éthiopie. Et là, nous sommes d'ailleurs dans les mêmes logiques. J'ai pu constater sur place à plusieurs reprises d'ailleurs que les Émirats arabes unis ont apprécié de voir arriver des immigrants éthiopiens parfois pour remplacer des immigrants pakistanais qui venaient de Peshawar et dont le contrôle, pour certains d'entre eux, peut-être qu'une minorité d'entre eux, est considéré plus difficile. Donc là aussi, un peu dans la même logique que Émirats arabes unis Inde, nous avons donc de nombreux accords qui ont été passés, mais qui là aussi sont des accords bilatéraux, qui ne sont pas dans la logique collective des BRICS. Troisième point que je vous avais annoncé, c'est qu'en est-il de l'émigration, l'apostrophe émigration de pays des BRICS, et qui engendre la création de diasporas extrêmement importantes, notamment dans les pays occidentaux, et bien entendu notamment aux États-Unis. Alors, il y a essentiellement deux diasporas qu'il faut analyser au regard de la question BRICS, c'est la diaspora chinoise et la diaspora indienne. Concernant la diaspora chinoise, il est clair qu'elle se trouve assez bien contrôlée par le pouvoir de Pékin. Et donc, à part des exceptions, la diaspora chinoise ne se mêle pas des affaires politiques et ne se mêle pas des affaires géopolitiques. Néanmoins, elle sert peut-être de façon involontaire le régime dans la mesure où elle participe de fait au soft power de la Chine. C'est-à-dire qu'en fait, par sa présence dans les pays occidentaux, elle donne une bonne image des spécificités culturelles chinoises. Vous n'aurez qu'un exemple, il suffit de regarder les affiches dans Paris, c'est le développement de ce sport chinois qui est le tai chi dans nos pays occidentaux, qui donne une image positive de la Chine, et en même temps, le gouvernement chinois est ravi parce qu'il fait des publicités en Chine pour montrer combien les Européens apprécient le tai chi. Donc c'est très bon pour le soft power chinois. Bon. Mais c'est bon pour le soft power chinois, mais ça n'a rien à voir avec la question BRICS. Là aussi, on est dans des rapports tout à fait liés à des avantages propres à un des pays des BRICS, mais pas à l'ensemble des BRICS. Alors, concernant les diasporas indiennes, nous sommes dans une situation totalement différente. L'Inde est une démocratie, n'a jamais souhaité contrôler sa diaspora, et même pendant longtemps elle s'en désintéressait, mais elle a changé depuis les années 90. Et donc là, nous avons une diaspora qui est très mobilisée d'un point de vue géopolitique, et notamment aux États-Unis, la diaspora indienne a joué un rôle considérable dans le rapprochement géopolitique entre les États-Unis et l'Inde, et le Premier ministre indien, d'ailleurs, l'a reconnu. Donc, clairement, là, nous avons une diaspora qui sert les objectifs géopolitiques de l'Inde, mais ça ne donne pas d'avantage spécifique à l'ensemble de BRICS lui-même. Là aussi, on est dans une relation spécifique. Donc, en conclusion, je dirais que vous voyez qu'il y a un peu un fossé, à mon sens,
tout ça est discutable, bien entendu, entre, je dirais, le bruit médiatique et même académique du terme BRICS, qui est massif, qui peut donner l'impression que l'on va vers des positions géopolitiques unitaires, et une réalité en fait extrêmement complexe, qui peut être mise en évidence par le fait que des pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Argentine ont refusé d'entrer dans les BRICS, comme vous le savez, un peu au dernier moment d'ailleurs. Et donc, en fait, ce que l'on voit en termes de géopolitique des populations, c'est que l'identité géopolitique du groupe des BRICS est quand même assez floue et finalement pas très propice à des actions géopolitiques très unitaires. Donc, pour des actions géopolitiques très unitaires, il faudra se fonder sur autre chose que la géopolitique des populations. Merci.